Comme l'a dit à l'instant le président Alex Ciotti, nous allons avoir une table ronde évidemment sur un thème extrêmement important, le thème de la police, de la sécurité. Et la mise en demande de nous rejoindre. Et j'appelle à la côté Tristan et Marie qui vont animer cette table ronde. Merci à vous messieurs, merci à tous et à tous. Mathieu Vallée, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de vous être rendu disponible pour cette rentrée nationale des jeunes républicains. C'est extrêmement plaisant de vous recevoir et je pense que la salle est d'accord avec moi. Mathieu Vallée, vous êtes le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Fils d'ouvriers venant du nord de la France, vous êtes un visage fort et engagé de la police dans les médias. Vous affichez déjà, pour votre âge, un CV assez impressionnant. Et par ailleurs, vous avez été diplômé d'un master en droit pénal et sciences criminelles obtenu en 2016. Mais à côté de ça, Mathieu Vallée, vous êtes avant tout un homme de terrain. Un homme de terrain pourquoi? Parce que vous débutez votre carrière comme gardien de la paix de la 207e promotion de l'École nationale de la police en 2005. À l'issue de votre scolarité, vous choisissez d'exercer Garges des Gonesse dans le 95 en optant pour une affectation en brigade de commande de jour. Par la suite, vous choisissez un autre département, plus compliqué, puisque vous dirigez vers Clichy-sous-Bois et Saint-Denis en 93, afin de découvrir d'autres problématiques. Et par la suite, en sortie d'école, le Canicus, où vous devenez lieutenant de police, vous optez pour le 18e arrondissement, et là aussi pour des quartiers extrêmement difficiles, que l'on connaît assez bien, puisque ce sont Barbès, que ce sont le quartier de la Goutte d'Or, des quartiers qui font malheureusement l'actualité beaucoup trop souvent. Mais Mathieu, vous vous faites encore et toujours démarquer, vous démarquez par votre talent, par votre travail sur le terrain, et avec l'aval de vos supérieurs, vous vous dirigez vers l'école de commissaire. Et par la suite, vous avez la chance d'exercer à la fois dans le sud de la France, à La Ciotat et à Marseille, avant de revenir en région Île-de-France. Et actuellement, vous êtes le chef adjoint de la BAC de nuit du Val-de-Marne. Merci pour et le jeu. Mais, pour me permettre, je veux d'abord remercier mon pays, la France. Ma mère est d'origine espagnole, sa grand-mère a fui d'origine de Franco. La France a ouvert les bras ouverts. Et dans ma famille, on a, parmi d'être prétentieux, toujours été bien éduqués. Quand on a un pays qui nous a accueillis alors qu'on avait ni la culture, ni les lois, ni les coutumes, on n'est pas arrivé les pieds sur la table en disant on mange à l'espagnol, on parle à l'espagnol, on vit à l'espagnol. J'ai remercié le pays qui m'a accueilli dans une cité du nord de la France où ma mère m'a élevé seule, avec des valeurs d'amour, d'éducation. Et je pense que quand on a une mère qui aime son fils, qui tient les relations, qui tient sa sortie de son fils après les cours, qui lui dit de faire ses devoirs plutôt que de traîner dans la rue, je pense que la France, elle offre tout à ceux qui s'en donnent les moyens.
Et je ne remercierai jamais assez le pays de m'avoir permis de commencer à la base de la police nationale comme gardien de la paix et aujourd'hui d'être commissaire de police par la méritocratie, le travail et l'effort, parce que c'est ça la France, c'est ceux qui en veulent, ceux qui s'en donnent les moyens, ceux qui travaillent, peuvent partir de la Donc après avoir été reçu au barreau de Paris en 2001, vous avez étudié à l'école des hautes études de sciences sociales et vous avez obtenu un diplôme d'études approfondies. Avocat pénaliste et membre de la Ligue des droits de l'homme, vous vous êtes fait connaître en prenant part à de nombreuses affaires ayant un retentissement national. Vous avez défendu par exemple la famille du militant antifasciste Rémi Fraisse, décédé lors des manifestations contre les barrages de Sivins. Par la suite, vous avez été retrouvé comme avocat du célèbre journaliste K.A. Boire, de Jean-Luc Mélenchon, ainsi que du célèbre rappeur Sadek. Enfin, vous êtes l'auteur du livre Le coup d'état d'urgence, surveillance, répression et liberté, sorti il y a 2 ans, en 2021, un livre sur la gestion de la crise Covid par le gouvernement où vous vous inspirez de l'état d'urgence décrété pendant la guerre d'Algérie. Vous êtes aussi plus récemment l'auteur de l'État hors la loi, logique des violences policières, sorti ce mois-ci, où vous dénoncez, comme son nom l'indique, une multiplication des violences policières. Merci aussi pour cette présentation. Merci pour votre invitation, parce que organiser un débat avec avec 2 personnes qui n'ont pas forcément les mêmes idées, peut-être que je m'égare d'ailleurs, parce que quand on parle, et quand on est hors plateau, on a souvent les mêmes conclusions. Et je crois que quand on a un discours un peu technique, quand on connaît bien une matière, finalement on arrive souvent aux mêmes conclusions. Et je crois que c'est important d'organiser des débats avec des personnes qui ont l'air, en apparence, totalement opposées dans leur position, parce que ça permet de finalement éviter les postures et éviter les croyances dans les fausses oppositions. Donc merci encore à vous de m'avoir invité. Merci de m'accueillir et merci de vous écouter. On va rentrer assez vite dans le débat avec d'ores et déjà une première question assez directe. Donc, je vais vous demander de votre part une réponse assez franche et avec le maximum assez courte également. Mathieu Valère et Halimi, est-ce que la police tue? Est-ce que les violences policières existent? La parole est à la défense. Normalement, la défense parle toujours en dernier. Mais je vais accepter J'entends ce discours en permanence qui consiste à dire les violences policières n'existent pas. Mais alors qu'est-ce qu'on voit à la télé? De quoi Naël est-il mort? De quoi tous ceux que je défends sont morts ou ont été mutilés? Non mais sincèrement, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à entendre cette expression violence policière, c'est-à-dire des violences commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique? Peut-être parce que derrière cette expression, il y a autre chose qu'on ne veut pas entendre, à savoir que ces violences, c'est pas uniquement les policiers individuellement qui les commettent, mais qu'elles sont la conséquence et la résultante de dysfonctionnements et de défaillances qui viennent de l'État. Et moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le jour où on admettra cette expression violence policière, on mettra moins la responsabilité sur la tête des policiers, parce que c'est pas uniquement une responsabilité individuelle, mais quand on leur donne des armes qui ne devraient pas être utilisées, quand on les envoie au casse-pipe, quand on se sert de policiers comme de chair à canon, comme ça a été le cas pendant les émeutes ou ailleurs, ben oui, évidemment, c'est eux qui prennent toute la responsabilité et on en oublie qu'il y a des décisionnaires politiques. Est-ce que la police tue? Non. L'institution ne tue pas, mais il y a des morts du fait de policiers. Ça ne veut pas dire que ces morts sont uniquement de la responsabilité individuelle de chaque policier. Par exemple, lorsque on utilise des LBD 40
alors que les munitions devraient être illégales parce qu'elles sont mal calibrées, comme c'est le cas aujourd'hui. Lorsque on utilise des munitions de LBD 40 dans des lanceurs de grenades alors qu'on devrait pas le faire parce qu'on n'a rien d'autre à utiliser et que ça aboutit à la mort de Mohamed Ben Driss à Marseille, oui, effectivement, les décisions politiques peuvent tuer. Donc pour résumer et pour finir aujourd'hui, je pense que il faut qu'il y ait un dialogue entre les policiers et ceux qui dénoncent ces violences et ces mutilations qui existent indéniablement. Et qu'il y a une réflexion à avoir sur les décisions politiques qui sont prises, les communications politiques qui sont prises et qui aboutissent à mettre deux victimes, les policiers et ceux qui sont victimes de ces violences, dans le même sac. Bah, d'abord, moi je dirais pas que la police tue évidemment, mais je dirais que le volume tue. J'aurais pu vous parler puisque Eric Ciotti a parlé de Nicolas Aragon, le maire de Valence. J'aurais pu parler de ces deux quartiers à Fort-Balette et Plan où au début de l'année il y a eu 4 morts liés au règlement de compte. J'aurais pu vous dire que lundi 25 septembre, on a le RAID, la BRI, la police judiciaire, les enquêteurs recrutés dans les commissariats qui ont interpellé 12 personnes, 10 ont été placés en détention provisoire, 7 kilos d'héroïne, une Kalachnikov et des armes de guerre trouvées. Ça, c'est la police du quotidien, la police qui protège, la police qui va au contact, la police qui ne lâche pas les honnêtes gens à qui on donne jamais la parole. J'aurais pu vous parler également, puisque Valence est au cœur de cette cour de Nîmes à 1h30, à Nîmes, ce policier Eric Maxon qui a été tué, qui a été assassiné par un dealer parce que les gens n'en pouvaient plus de ceux qui harponaient son quotidien, parce qu'il avait voulu défendre la République, parce qu'il avait des grandes valeurs, des grands mots. Ce sont nos policiers au quotidien qui incarnent la patrie, qui incarnent la France, qui incarnent de ceux qui n'ont plus rien et qui donnent tout. Eric Masson qui a laissé 2 petites filles, dont le papa, la sœur, le frère ont tous embrassé le métier de policier. Pas des familles du CAC 40, pas des familles PDG, pas des familles des grandes fortunes, des gens qui viennent du peuple, qui protègent le peuple, qui défendent le peuple et qui meurent pour le peuple. Et d'ailleurs, je vais terminer par Nîmes, au début de l'été, puisque Othman parlait tout à l'heure d'être intervenu sur BFM TV. Au début d'été, ce petit Fayed, 10 ans, qui rentrait avec son oncle militaire de la République, qui a servi en opération extérieure, qui a pris une balle perdue, parce que au quartier de Val-de-Gour et au quartier de Pisevin, on a une véritable guerre de territoire que les dealers mènent à Saint-Denis-de-Jean, en mettant l'omerta, en prenant en otage ceux qui payent des impôts et à ceux à qui on ne donne jamais le micro. Fayed, j'ai pas vu toutes les associations, Justice pour Naël, Justice pour Adama, qui ont porté les t-shirts Justice pour Naël. Pourquoi? Parce que c'était plus courageux d'aller taper sur les policiers que d'aller dénoncer les criminels. Mais je vais terminer un petit mot pour Ariane. Alors, la liste, c'est pareil, c'est partie des gens qu'au début on aime bien, et puis quand il est lancé, on aime un peu moins bien. Mais c'est encore en tête, c'est vrai. Ariane, ce qui des os, vous dites qu'il y a des violences policières. Mais pardon, mais vous avez défendu, ça a été rappelé à juste titre, merci Marie, vous avez défendu la famille de Rémi Fraisse. Mais force est de constater que vous avez perdu tous vos procès contre les gendarmes lors de ce barrage de Simas. La famille Adama Traoré, on en a pris pour 7 ans. Alors on a eu le package, hein, la boutique, les goodies, les casquettes, les défilés, les manifestations interdites au pavillon judiciaire de Paris. La réalité c'est quoi? La réalité c'est que plus de 7 ans de procédure, les gendarmes en première instance ont été acquittés, ont été relaxés par la justice aussi de notre pays. Et j'en termine à la ligne, puisque c'est un de vos grands amis et un de vos grands proches. Tabouaf, le chantre des violences policières, le chantre du racisme systémique dans la police. On a une policière courageuse qui a été insultée d'arabe de service, qui en première instance, on appelle, je te dis parce que vous l'avez défendu, qui a été condamnée par la justice de notre pays pour des injures publiques à caractère racial envers celles qui portent l'uniforme de la République. Voilà, monsieur Halimi, le bilan malheureusement qui est le vôtre, des procès perdus, des procès où vous avez des personnes que vous avez défendues, et c'est votre droit, qui ont été condamnées pour des injures racistes. Donc non, la police ne tue pas, non, la police n'est pas raciste, oui, on aime le peuple, oui, on vient du peuple, oui, on protège le peuple. Et on a plus, pardon, un peu prétentieux, on a plus de 70% de la population qui nous soutient.
Je pense que quelle que soit l'étiquette politique, tous les responsables rêveraient d'avoir plus de 70% des gens qui votent pour eux et qui les aiment. Donc oui, nous sommes fiers de la patrie, de la défendre et de porter fièrement le drapeau bleu, blanc, rouge de la République française. Merci à tous les deux pour vos réponses. On va essayer d'être un peu plus bref pour les deux prochaines questions. Après, on aura des questions un peu plus ouvertes, on pourrait rester un peu plus longtemps. Mais du coup, vous nous avez parlé de Naël. Donc, est-ce que la mort du jeune Naël justifie les émeutes? Il n'y a rien qui justifie les émeutes. Les émeutes sont nées spontanément parce qu'il y a eu une colère et une identification d'une partie de la population à ce jeune homme qui a été tué d'un tir policier que tout le monde a vu. Encore une fois, vous l'avez tous vu. Vous savez, vous êtes tous très jeunes encore. Et je pense qu'il faut que vous demandiez pourquoi vous voulez faire de la politique. Vous êtes chez les jeunes républicains. Quelle est votre ambition? Est-ce que vous avez envie d'avoir un apaisement social, une harmonie sociale, ou est-ce que vous voulez avoir des discours politiques qui consistent à chauffer la population peur, à égrener les faits divers qui peuvent arriver dans ce pays? C'est une vraie question que vous devez vous poser, vous, alors que vous avez encore la possibilité de faire la belle politique. Moi, ce que j'appelle la belle politique, c'est cette politique qui consiste à avoir le sens de l'État. Et le sens de l'État, ça n'est pas avoir des postures politiques, notamment sur l'immigration, notamment sur la sécurité. Vous savez, il y a une chose qui est vraie, qui est certaine, qui est établie par l'intégralité des sociologues et des études statistiques, c'est que vous prenez sur 40 ans qui viennent de s'écouler, il n'y a jamais eu si peu de délinquance ou de criminalité en France. En revanche, si vous prenez sur 3 ans ou 4 ans, évidemment, il y a des évolutions avec des moments où il y a des moments de violence, comme par exemple pendant le mouvement des Gilets jaunes, comme par exemple pendant les émeutes. Quand vous regardez effectivement sur le moment ce qui se passe, vous avez un sentiment d'insécurité. Mais quand vous regardez les chiffres en France, la France n'a jamais été si peu violente. Alors pourquoi est-ce que, quand on a envie de regarder des chiffres, quand on a envie de sortir des peurs, quand on n'a pas envie d'utiliser la peur pour chauffer la population, parce qu'effectivement, le levier de la peur, c'est le levier politique le plus fort qui soit. Mais vous savez, quand on parle avec des policiers, on a conscience de ça. On a conscience que policiers, comme défenseurs des droits humains, comme je le suis, ou avocats, on a à peu près les mêmes conclusions et les mêmes réflexions. Évidemment qu'on a affaire à des politiques qui n'ont pas les mêmes réflexions et pas les mêmes ambitions. Leur objectif, c'est d'obtenir une élection. Leur objectif, c'est d'utiliser les peurs pour avoir une clientèle électorale et d'être élu par la suite. Mais quand on regarde véritablement les chiffres, il n'y a pas plus d'insécurité en France. Regardez les tous. Pour la question des émeutes, qu'est-ce qui s'est passé dans les quartiers populaires? On a parlé beaucoup de violence. La réalité, c'est beaucoup de dégradation et de pillage. Et une explosion de colère par des jeunes qui se sont identifiés à un gamin qui s'appelle Naël. En 2005, vous avez eu aussi des émeutes en France. Des émeutes importantes dans les quartiers populaires. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu Zied et Bouna qui sont morts dans un endroit où ils ont été électrocutés parce qu'ils ont fui la police. Pourquoi ont-ils fui la police? Parce qu'ils avaient peur de la police. Est-ce qu'ils avaient commis des infractions avant? Non, pas du tout. Ça a été démontré par l'enquête. Pourquoi deux gamins dans les quartiers populaires ont-ils peur de la police? Ça, c'est une vraie question qu'on devrait se poser. Et pas la question de savoir si les émeutes étaient justifiées ou pas. Il n'y a rien qui se justifie. Il y a juste un phénomène social qui arrive. Pourquoi cette explosion? Parce que tous ces gamins, ils vivent dans les quartiers populaires et que leurs parents, et que leurs grands-parents, et que leurs arrière-grands-parents, ils ont été dans une ségrégation sociale depuis qu'ils sont arrivés des pays anciennement colonisés. Vous pouvez pas être d'accord, mais allez dans les quartiers populaires. Allez-y. Qu'est-ce qu'on y voit dans ces quartiers populaires? Les mêmes populations de génération après génération. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui s'en sortent. Et même certains qui finissent chez les jeunes républicains. Et même certains qui finissent dans d'autres partis politiques. Et d'autres qui finissent chez l'entreprise. Mais combien par rapport à la réalité de ces populations qui ont subi l'absence totale de mixité sociale et économique depuis 60 ans, qu'on parte dans leur quartier? Vous ne comprenez pas la colère quand, depuis
5, 6 générations, on vit dans la misère et dans la discrimination permanente. Est-ce que vous, si vous aviez vécu cela depuis 60 ans, vous ne seriez pas vous-même en colère et vous n'exploseriez pas de colère? Pour finir, les émeutes ne se justifient pas. Elles s'expliquent. Vous avez dit court. Non, ce qui est dommage avec Ariali, c'est que dans ces quartiers, dès qu'on grandit, on nous explique que l'État est raciste, que les policiers sont violents, qu'on est resté tête de la guerre d'Algérie. Et vous avez raison, Ariali. Moi, j'ai 36 ans, je suis pas né avant mon père. Je suis né en 86, j'ai pas connu la guerre d'Algérie, j'ai pas connu la colonisation, j'ai pas connu à chaque fois ce système de repentance de notre pays. En revanche, moi j'ai des discours positifs. Il y a des gamins qui commencent dans les cités, dans les quartiers populaires, qui deviennent avocats, qui deviennent commissaires, qui deviennent magistrats, qui deviennent chefs d'entreprise. Ça, c'est la réalité. Vous avez oublié de me dire, et moi, au lieu d'expliquer la colonisation, je commence d'abord par le 25 août 44, sur les débarquements des plages de Provence. Des tirailleurs sénégalais, des tirailleurs algériens sont venus épauler nos camarades américains, anglais, et toute la République. Ça, c'est la France. Et vous savez, j'ai la chance, et c'est un peu peut-être pour ça que je suis bête noire et que le débat est si compliqué, c'est que je ne suis pas un syndicaliste de plateau ou un syndicaliste à plein temps. Je suis un pack de nuit à côté de mes fonctions syndicales, parce que je tiens à cette proximité avec le terrain et j'en suis issu. Et je ne dis pas d'où je viens. Mais en réalité, je regarde les procédures, il y a eu 3700 interpellations. Parce que les dealers ont fait revenir le calme, non, c'est la police qui a fait revenir le calme par une action déterminée. Il y a eu 400 incarcérations, 10%. On a regardé un peu dans la police nationale et la gendarmerie les profils. Dans 8% des cas, donc là c'est des chiffres aussi du ministère de la Justice, dans 8% des cas, la cause de Naël a été évoquée. Ça veut dire, et pourtant j'ai pas fait normal dessus, que dans 92% des cas, on avait des pilleurs, on avait des casseurs, on avait des voleurs, on avait des agresseurs de policiers. Dommage que Valérie Pécresse soit là, parce que la présidente de la région de France qui est sur le terrain régulièrement aux côtés des policiers pour en parler, à la Verrière, à côté des Lancours, dans un quartier si compliqué. Et moi j'ose le terme puisque j'ai contact avec toutes mes collègues du renseignement, dans un quartier qui est communautarisé, tenu par une grande partie des islamistes radicaux. On a des gens qui veulent s'en sortir. Et la soi-disant cause de Naël a amené à quoi? À brûler 2 écoles primaires. 2 écoles primaires qui empêchent à cette rentrée que des gamins puissent aller à l'école et s'émanciper de leur quartier, s'émanciper de leurs conditions initiales, celles que les sociologues à chaque fois veulent nous invoquer pour dire que lorsqu'on est dans un quartier, on devient délinquant, on finira délinquant quand on ne nous annonce pas d'être rappeurs, footballeurs, djihadistes et tout ça. Et ben non, dans nos quartiers on a des talents, on a des pépites, il faut aller les chercher, il faut qu'ils se donnent les mêmes moyens que les autres. Et je vais aller plus loin, quand je suis sorti d'école de commissaire, quand ma mère était présente, elle avait la larme à l'œil, et ben c'est ça, le pognon que les pointines ramènent ne remplaceront jamais la fierté dans le visage et dans les autres parents. Et pour terminer, ces émeutes, c'est 66 départements qui ont été touchés. C'est plus de 516 communes, y compris les plus rurales, les plus lointaines, les plus périurbaines, là où on n'en avait que 25 et 200 en 2005 après ces débuts-là. Et, pardon de dire un dernier mot sur ça, on parlait d'inversion des valeurs. Mais enfin, vous comme moi, on peut peut-être faire un sondage dans la salle. Vous êtes tous fait contrôler une fois par la police. Est-ce que quand vous êtes en voiture et vous faites contrôler, est-ce que vous refusez de vous arrêter et vous essayez d'écraser des victimes innocentes? Est-ce que quand vous avez un contrôle d'identité en gare, le policier est raciste avec vous et vous criez aux violences policières ou racisme systémique? Est-ce que quand vous vous promenez dans la rue, vous êtes plus inquiet par les véritables criminels, les véritables délinquants qui traquent comme des proies dans la rue, les jeunes femmes qui peuvent plus rentrer sur les tranquillement, plutôt que des policiers qui sont là pour vous protéger? Et ben moi je peux vous le dire, dans la rue, dans les quartiers, dans les territoires de la République même les plus éloignés, on dit une chose, on aime la police, on a besoin de la police et on veut plus de police. Donc je sais pour la personne en disant que pour le dernier des quartiers dont je suis issu de l'immigration, merci d'arrêter de m'insulter parce que je ne me retrouve pas dans tous ceux qui expliquent qui sont nés chez Gavroche, qui sont des Cosettes et qui pour ça sont obligés de détruire des voitures, des petites gens qui ont que ça pour aller travailler, qui détruisent des écoles que la République consent à construire
et du plan Bourbeau il y a 20 ans, où on a mis des milliards d'euros dans ces quartiers. Si derrière c'est pour tout détruire, on ne peut pas à la fois se plaindre qu'on n'a pas des moyens et en même temps détruire ce que les Français consacrent par l'impôt. Merci beaucoup pour vos réponses. Ariel Limi, tout à l'heure, vous parliez des tirs de LBD. Effectivement, ça arrive, il y a des accidents, et je pense qu'en l'occurrence, c'est bien d'avoir la réponse à la fois technique d'un policier et celle d'un point de vue juridique aussi d'un avocat. Est-ce que les policiers doivent arrêter d'utiliser des LBD lors des manifestations? Et une autre question encore, est-ce que ça, est-ce que finalement, faut-il désarmer la police? Moi, je vais vous donner la réponse de l'ancien patron du RAID, Jean-Marie Faubert. Jean-Michel. Jean-Marie à peu près, Jean-Michel. Jean-Michel Faubert a dit lui-même, dans le cadre de son rapport, qu'il fallait arrêter d'utiliser le LBD 40 en matière de l'ordre. C'est pas Ariel Limi de la Ligue des droits de l'homme qui le dit, hein. C'est l'ancien patron du RAID. D'ailleurs, le RAID a récemment été utilisé dans les émeutes, et je crois qu'on partage avec beaucoup de policiers l'idée qu'on n'aurait jamais dû envoyer le RAID dans la rue, et que ça, parce que tout simplement ils ne connaissent pas le maintien de l'ordre, et que ça a entraîné des morts et des blessés. Mais revenons sur le LBD 40. Le LBD 40, c'est quoi? C'est le successeur du Flashball Super Pro, qui a d'ailleurs, pour la première fois, été utilisé dans les quartiers populaires, par la brigade anticriminalité. Et donc, on a une forme d'expérimentation de certaines armes sur des populations que l'on considère comme moins intéressantes. Et c'est clairement ce qui s'est passé avec la brigade anticriminalité, qui a elle-même, pour vous redonner un peu d'histoire, a été créée par le préfet Belote, en Seine-Saint-Denis, pour la première fois, sur des populations issues de l'immigration des pays anciennement colonisés. Donc, c'est bien une histoire. Je ne dis pas, contrairement à ce que vous avez pu suggérer, que c'est parce qu'il y a eu des populations qui étaient dans les colonies auparavant qu'aujourd'hui on doit faire une forme de repentance. Je dis que cette histoire, elle s'est pérennisée dans les structures, dans la police, qu'il y a une formation particulière, qu'il y a eu des unités particulières qui ont été créées, la BAC, la CSI, qu'il y a eu des armes qui ont été utilisées sur ces populations, en particulier dans les quartiers populaires, avant d'être utilisées sur le plus grand nombre. C'est-à-dire vous, nous tous, dans les manifestations quand on manifeste, beaucoup d'entre vous ont dû manifester déjà. Le LBD 40 est arrivé et a remplacé ce Flashball Super Pro parce qu'il a été arrêté dans la mesure où il a tué. Le Flashball a tué, donc on a arrêté. Et on a utilisé une arme encore plus puissante, peut-être plus précise. On a même dit que c'était une arme ultra précise parce qu'elle avait un viseur holographique ou électronique. Et on se rend compte parce que il y a eu un DGPN, Pierre Falcon, j'ai un problème avec les prénoms. Jean-Marc Falcon, qui a fait une expérimentation et a demandé au CERI, c'est le laboratoire de la police, d'expérimenter le LBD 40 et de voir avec les deux munitions qui étaient utilisées à l'époque, le NDU et le CTS, de voir si effectivement elles étaient si précises que ça. Et le laboratoire a dit, en fait on a un problème, c'est que il y a 8 mm de décalage par rapport à ce que dit le fabricant pour l'une, et 20 cm de décalage par rapport à ce que dit le fabricant pour l'autre. Ce qui veut dire que quand vous visez le thorax, vous pouvez toucher la tête. Ce qui a expliqué, et ce qui explique probablement, et ça aussi c'est les conclusions de pas mal de policiers, y compris de ce DGPN, qu'il y a eu des mutilations qui n'auraient jamais dû avoir lieu. C'est pas forcément le fait de chaque policier qui tire dans le maintien de l'ordre, hein. C'est le fait des munitions qui étaient mal calibrées. Et donc, on a mutilé parce qu'on a utilisé des armes illégales dans la mesure où même Falcon a dit on n'utilise plus ces munitions. Et la préfecture de police de Paris a continué à les utiliser pendant le maintien de l'ordre sur les gilets jaunes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ces armes n'ont rien à foutre dans le maintien de l'ordre. Et qu'elles mutilent. Et qu'il y a des gens qui ont perdu un œil et qui ont perdu leur métier. J'ai des plombiers, j'ai des tourneurs-fraiseurs qui ne peuvent plus travailler, qui doivent changer de vie, qui ont eu une vingtaine d'opérations, qui ont eu le crâne fracassé avec des plaques à l'intérieur. Simplement parce que le pouvoir politique, au détriment des policiers qui maintenant sont mis en examen, qui sont dans les instructions judiciaires, qui ne peuvent plus travailler eux non plus, a décidé de continuer à utiliser des armes qui n'ont rien à faire là-dedans. Donc oui, évidemment, le LBD 40 doit être interdit. Je ne parle pas de désarmer la police, moi en revanche. Je dis qu'il y a certaines armes qui n'ont rien à faire
entre les mains des policiers dans certaines opérations. C'est sûrement la schizophrénie de ceux qui avaient la police. D'abord, je remarque que vous évoquez des références policières, ça change. C'est un plaisir d'entendre que vous parlez d'un ancien patron de Brême qui a conduit notamment l'opération Bataclan. Parce que peu de gens aujourd'hui s'en souviennent, peu de gens s'en souviennent. Ils rentrent et à plus de 20 mètres, je ne sais pas si dans cette scène il y a des tireurs sportifs, mais déjà bon, à 10 mètres c'est compliqué, mais à plus de 20 mètres avec un tir, on a le commissaire du village qui va neutraliser Samia Limour et qui va mettre, parce que l'enquête judiciaire le dira, fin à la tuerie de masse. Et ces policiers ne se sont pas demandé s'ils allaient revoir leur famille, s'ils allaient rentrer en ville, s'ils allaient pouvoir resserrer leurs enfants en rentrant à la maison. Ils se sont dit, il y a des victimes, il y a des gens qui nous attendent. On ne pense pas à nous, on pense aux autres. Ils se rentraient et à Valence, comme ailleurs, les premiers équipages qui interviendraient contre les terroristes, les premiers équipages aujourd'hui qui sont équipés d'armes de guerre, c'est les policiers de la brigade de sécurité, avec tout le respect que je peux leur dire. Moi, je suis un pragmatique à rien venir. On ne va pas faire le concours de la plus grosse ou de celui qui a plus de morts ou blessés. 12 000 policiers et gendarmes blessés l'année dernière. Il y a 2 ans, c'était 10 000. C'est pas moi qui le dis. C'est pas les chiffres de Matt Chevalier. C'est pas les chiffres de l'extrême droite. C'est les chiffres du ministère de la Justice et de l'Intérieur. Ça, c'est une réalité. Le 1er mai de cette année, lors des manifestations retraites, moi, c'est pas les policiers armés qui me font peur. C'est ces Black Blocs et ces antifas qui prennent en otage la manifestation. Et qui corrigent la manifestation. Quand vous avez un commerçant qui, toute sa vie, a mis ce qu'il avait dans les tripes, dans son patrimoine et dans sa famille pour acheter un commerce sur le boulevard Voltaire entre Place de la République et Place de la Nation, qui se fait saccager parce que c'est un outil de photocopieuse, c'est un commerce de photocopie. Ah, il représente vachement le capital, McDonald's, Adidas, Nike. D'ailleurs, les mêmes qui fracassent les magasins sont les mêmes qui portent les marques. Quelle preuve de courage idéologique. Ensuite, je vais plus loin. Vous avez les policiers qui interviennent pour protéger l'outil des commerçants. Quand on ne fait rien, on est laxiste. Quand on interpelle, on est violent. Il y a un policier qui a reçu un cocktail Molotov et qui est brûlé vif. Il y a un policier de 24 ans qui a toujours rêvé d'être policier, qui s'est engagé pour la patrie aussi et la nation, qui a brûlé vif, qui a vu la chair fondre sous le cocktail Molotov, qui enflammait sa tenue de combinaison et son visage. Qu'est-ce qu'il a demandé ce policier? Il n'a rien demandé ce policier, il protégeait les gens en mer, il protégeait les manifestants. Donc moi j'en peux plus que dans mon pays, on ne puisse pas aller dans la rue pour être contre les retraites, pour être contre les réformes sociales qui parfois peuvent être dures, parce qu'on a peur d'être pris en otage par cette ultra-gauche, cette extrême-gauche qui pense d'abord aux voyous avant de penser à manifestants. C'est ça la sociologie de Rousseau. Maintenant on a un Rousseau. Quand on a un individu qui a un cocktail Molotov, c'est pas une rose, c'est une arme de guerre. Donc face à un individu qui veut tuer du policier, il faut qu'on ait des policiers qui puissent neutraliser ces criminels, pas maintenir le FPV, pas pour réborner, mais pour protéger son collègue qui peut y rester en voulant faire le débat. On va vous demander s'il faut sanctionner les familles des émeutiers lorsque les jeunes sont mineurs. Oui, c'est vraiment la question qu'elle va nous poser. Pourquoi faire la punition collective? Est-ce qu'on sanctionne les familles des traders qui font des délits d'initiés et des manquements d'initiés? Non mais vraiment. Est-ce qu'on sanctionne les familles de ceux qui s'adonnent à la corruption politique? Est-ce qu'on sanctionne ceux qui font du financement de campagnes illicites? Les familles, leurs enfants? Alors pourquoi est-ce que je poserais la question pour ces populations noires et arabes qui vivent dans la misère dans les quartiers populaires? C'est vrai que ce ne sont pas les mêmes sociologies. C'est vrai que ce ne sont pas les mêmes classes. C'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes histoires. Mais c'est vrai que quand j'entends cette question, je me demande pourquoi on la pose. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette question? Est-ce qu'il y a deux Français différents? Alors pourquoi poser la question de savoir si on doit sanctionner différemment ces deux familles, celle qui vit dans le 16e, dont quelqu'un va commettre un délit financier, et celle qui vit à Nanterre et qui va lancer un cocktail Molotov parce qu'il est en colère? Il y a le droit, c'est le droit pénal. Et pour le coup, je suis avocat. Le droit pénal est ce qui fait la beauté de la philosophie des Lumières. Ce qui fait la beauté de la Révolution française, c'est que depuis cette époque-là, on ne sanctionne que chaque personne individuellement pour son fait
personnel, pas pour les autres. On ne sanctionne pas quelqu'un pour les faits que l'autre a commis. Et c'est ça la magie du droit pénal, c'est qu'il n'y a que celui qui commet une infraction qui est sanctionné. Alors après vous me direz, mais si on sanctionne les familles, peut-être que ça va empêcher les enfants de commettre des infractions. C'est ça? Vous y croyez vraiment, vous? Vous avez déjà vu une famille qui va pouvoir, à partir du moment où son enfant, lorsqu'il y a une famille monoparentale, une mère de famille qui est seule, qui essaye de gagner sa vie, et qui a son fils qui va dans les émeutes pour lancer un cocktail Molotov, ou puis pour commettre une infraction, vous croyez vraiment qu'elle a la possibilité d'empêcher son fils de faire ça? Comment? Mais comment? Mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire une double peine sociale? Vous vous rendez compte que vous êtes en train de martyriser des personnes qui sont déjà dans une misère et dans une paupérisation absolue, et que vous créez du ressentiment, et que vous créez de la violence encore plus, et que les émeutes viennent de là, et qu'il y a un moment où... Et moi, si j'ai accepté de venir aujourd'hui, c'est parce que je comprends le ressentiment des policiers. Aujourd'hui. À une époque, je ne comprenais pas. À une époque, je disais, ben, faut qu'ils arrêtent, les policiers, ils ont des armures, ils ont des boucliers, la violence sur les policiers, c'est un peu du bullshit. Aujourd'hui, je comprends qu'effectivement, qu'il y a un ressentiment véritable de la police. Je sais d'où il vient ce ressentiment. Je pense qu'il faut arriver à comprendre nos ressentiments respectifs et dire, à un moment donné, il faut sanctionner les familles, déjà pauvres, déjà monoparentales, pour le fait de leur enfant qui vit déjà dans une misère. C'est créer encore plus de ressentiment et encore plus de violence sociale, et c'est un cercle vicieux qui ne permettra pas de mettre un terme à la violence. Est-ce que vous êtes pour mettre un terme à la violence en France? C'est ça la vraie question. Et posez-vous là. Oui, je suis un peu contrarié dans ce que vous dites. On ne va pas refaire l'histoire. Moi, ma mère m'a pris seule, je n'ai pas brûlé des voitures, mais je suis pas une question de feu. Tout le monde avait compris. Mais la réalité, c'est que quand on ne sait pas éduquer ses gosses, et ben on ne fait pas de gosses en fait. C'était difficile. Elle partait à 6h du matin, elle rentrait à 20h le soir. D'abord, merci à l'école de la République qui est gratuite. Merci au logement social en France qui est gratuit. Merci à la santé avec la sécurité sociale qui est gratuite. Merci à Pôle emploi. C'est que quand même elle a pu pas sur un enfant, et ben elle a pas fait un deuxième enfant tout de suite. 10 ans après, j'ai eu une petite sœur. Alors je raconte un peu ma vie, pardon, mais je disais qu'elle parlait de concret. Donc ça c'est la réalité. Mais moi je suis désolé, quand vous avez moins de 18 ans, parce que la majorité pénale en France c'est 18 ans, vous avez oublié de le dire, mais le code de procédure pénale est très clair. Jusqu'à 18 ans, la responsabilité pénale des parents est engagée. Donc quand on est logé gratuitement, ou en tout cas à des faibles prix dans le logement social, quand on est bénéficiaire de l'allocation d'entrée scolaire, quand on a tous les systèmes d'aide sociale qui sont à l'origine du revenu, on ne peut pas se permettre d'aller sonner des écoles, des voitures, en étant tout le temps impuni. Donc oui, il faut une réponse pénale ferme, il faut arrêter l'impunité des voyous qui est leur première arme. Oui, dans un quartier comme on a une minorité qui fout le bordel, il faut qu'on puisse les expulser, non pas pour nous faire plaisir, mais pour faire plaisir à cette majorité à qui on donnera un véritable bon d'air. Et oui, quand on nous dit les jeunes, puisqu'il y a 87%, c'est les statistiques des interpellations sur célibataires, qu'à 30% ils se sont diplômés, comme quoi la justification sociale n'est pas bien. Et bien oui, s'ils ne peuvent pas payer, et bien les prestations de la République qui servent à financer leurs revenus peuvent servir à financer ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, on voit, on a effacé une famille qui ne s'occupait pas d'un gamin délinquant. Rodéo, trafic de stupes, pourrissage du quotidien des gens. Dès qu'il est parti, le quartier a revu. Ça, c'est la réalité. Dès qu'on dit aux gens, vous allez payer pour vos gamins, on nous dit, j'ai pas de sous. Et bien, les sous, on va aller les chercher là où je vous dis. Dans les prestations sociales que nous payons par les impôts, et je ne sais pas où, mais moi, vous payez des impôts pour ceux qui sortent de tous les gens. Il faut arrêter la culture de l'excuse et la culture de béni-oui.
quand on touche à un policier, à un gendarme, à un élu, à un pompier, tous ceux qui s'engagent pour la République, je dis toujours, ils ne sont pas là pour l'argent, ils sont là pour les gens. Et bien, le soir même, l'agresseur, il doit dormir en prison parce que c'est jamais mis en place. Dans le code pénal, on a des peines maximum. Par exemple, quand vous faites un point simple, c'est 3 ans. Et bien parce que, je ne dis pas tous les magistrats évidemment, puisque je fais le jeu d'extrême gauche, comme on dit, tous les policiers sont violents racistes. Mais certains magistrats qui sont venus dans une culture du laxisme doivent comprendre que les Français en ont marre et que s'il y a une peine maximale, il y a une peine minimale, 1 an minimum, avec des peines de prison même si elles sont courtes, pour que le voyou se dise à 2 fois, si je touche à un policier, que je suis interpellé, il n'y a pas d'attache versée, il n'y a pas à hésiter, je terminerai sans même en prison, parce que toucher un policier, c'est toucher la République. On a des grandes paroles, nous on veut des actes. Il y aurait pas mal de politiciens républicains qui dormiraient en prison aujourd'hui. La différence des grandes fortunes, elle paye les amendes que la justice a infligées. Alors après, concrètement, avec vos peines minimales, Nicolas Sarkozy pourrait être aujourd'hui en prison. Parce qu'il a été jugé, et avec des peines minimales, on aurait la possibilité de mettre Nicolas Sarkozy en prison. Attendez, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la beauté du droit et du droit pénal, c'est l'individualisation de la peine. C'est qu'on doit prendre en considération la personnalité. On peut déclarer la culpabilité de quelqu'un, et après on prend en considération sa vie, son histoire, les circonstances de l'infraction pénale, avant de déterminer la peine. Et ça, effectivement, ce sont les magistrats qui le décident. Vous savez, il n'y a jamais eu autant de lois sécuritaires depuis ces 20 dernières années. À chaque fois, on a des lois qui consistent à aggraver les peines, à créer de nouvelles infractions. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non mais sincèrement, vous êtes en train de dire qu'il n'y a jamais eu autant de violence et autant d'infractions. Est-ce que ça a changé quelque chose, toutes ces nouvelles infractions et l'aggravation des peines? Moi j'ai l'impression que c'est une course à l'échalote. Et quand vous parlez de peine minimale, il y a déjà eu ce qu'on appelle les peines planchées. Est-ce que ça a fonctionné, les peines planchées? Est-ce que... Ah non. Et d'ailleurs ça a été abandonné parce que ça n'a pas fonctionné. Mais ce que je suis en train de vous dire, moi, c'est que c'est pas par... Aujourd'hui, vous vous attaquez aux juges. Les juges laxistes. Je peux vous assurer qu'en tant qu'avocat, je ne pourrais pas dire que les juges sont laxistes parce que je vois les peines qu'ils prononcent, notamment en comparution immédiate. Tout à l'heure, on avait un discours qui consistait à dire qu'il fallait aller vers l'espérance. Oui, je suis d'accord, M. Ciotti. Il faut aller vers l'espérance. Il y a plusieurs manières d'y aller. Je ne pense pas que ce soit en stigmatisant les plus pauvres, les plus précaires, les plus faibles en France ou dans le monde qu'on y arrivera. Je pense que l'harmonie sociale et l'absence de violence et la paix sociale, elle s'acquiert avec le bonheur de la Révolution française. C'est-à-dire avec les droits humains, avec le fait qu'on puisse effectivement s'accorder, avec le fait qu'il puisse y avoir une entente véritable. Je pense qu'effectivement, c'est en arrêtant de parler de nos peurs et de faire parler nos peurs qu'on arrivera à quelque chose de beau en France. Et ça fait plus de 20 ans ou 30 ans que l'on fait parler nos peurs et la politique de l'émotion. Il faut arriver aujourd'hui à s'entendre, à se parler. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Il faut arriver aujourd'hui à sortir des postures politiques pour arriver à quelque chose de plus pragmatique pour la France. Merci beaucoup à Yannick. Non, d'abord, merci à Yannick d'être venu débattre avec moi, parce que moi j'ai bien les choses. Donc, Guillaume Carrel m'a dit qu'il avait proposé à plusieurs représentants de la France Insoumise, comme quoi c'est plus facile de cracher sur la police sur un plateau qui n'avait pas de contradicteur que quand il y a des débat qui est proposé. Moi je vais partout. J'ai été éduqué pour la comparer, donc je vais partout, on m'invite. C'est dommage qu'à la fête de l'humanité, lorsque des magistrats parlaient des violences policières, on ne m'a pas invité, j'avais des choses à dire. Je serais dans la même position que vous, donc le courage que vous faites pour ici, j'aurais fait la même chose à la fête de l'humanité, comme dans l'autre sol, évidemment, on peut pas avoir de contradiction. Ensuite, moi je termine juste sur ça. Moi je revendique de parler avec mon cœur et de parler avec ce que j'ai vécu. Et ça fait 40 ans que les gens vivent ce que tout le monde connaît. Et si aujourd'hui on a un Français sur deux, et là je sors de mon cercle qui ne va pas voter, c'est bien parce que dans les discours qu'on a depuis 40 ans, on a beaucoup de gens qui se retrouvent plus dans la politique. Et qu'on sait bien que la politique c'est notre bien commun parce que c'est ce qui permet de faire avancer la société. Donc moi, qui est issu d'un milieu modeste, qui n'a jamais rien eu dans la bouche en termes de cuillère d'or ou de bouche d'or, la politique, moi j'estime que c'est noble, j'estime que c'est bon, que c'est serein, mais que si on veut réhabiliter la politique, si on veut réhabiliter la politique au sens noble du terme, il faut parler de ce que les gens vivent au quotidien. Et ce qu'ils attendent de nous, c'est pas des dossiers creux qui sont
à des années-lumière de ceux qui vivent. Merci d'avoir dit que je montre un peu de technicité. Je suis pas complètement idiot, non, c'est gentil, je suis rassuré. Mais en tout cas, moi j'ai la prétention de parler avec le cœur, avec ce que je vis, comme beaucoup de mes collègues. Et effectivement, vous avez raison, Marianne. Ce qui manque dans ces discours, c'est qu'on parler avec les tableaux, les chiffres, les tableurs Excel et les notes qui sont faites avant les discours. C'est bien de faire monter, comme ici, comme ailleurs, des gens qui vivent au quotidien la réalité, parce que faire parler le cœur, c'est faire parler les gens du quotidien, c'est pas faire parler ceux qui font des grands discours, des grandes études, même si c'est respectable, mais peut-être aussi ceux qui ont des bonnes idées, parce que souvent je remarque que les bonnes idées, elles viennent avant tout du terrain, parce qu'on les vit au quotidien. Merci de votre invitation. Donc je te laisse te présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Alain Tarilly, je suis un jeune Corse, je suis un responsable adjoint des jeunes républicains de Haute-Corse et président aussi du groupe de droite et du centre à l'Assemblée des jeunes de Corse. D'accord. Pourquoi vous êtes venu à cette rentrée des Républicains? Qu'est-ce qui vous a tenu à cœur de venir à Valence d'ailleurs, parce que ça fait une certaine trotte de la Corse jusqu'à Valence. Pourquoi être venu à la rentrée des Républicains? Parce que bon, déjà c'était un devoir, je dirais, en tant que responsable départemental adjoint de Haute-Corse des jeunes républicains, parce que c'est les convictions qui m'animent, que j'aime la politique. Je suis engagé à droite depuis que j'ai commencé en politique presque 10 ans, j'ai 30 ans aujourd'hui. Donc voilà, peu importe le lieu, il n'y a que les convictions qui comptent, qui priment, et pour les futures échéances à venir aussi. Qu'est-ce que vous attendez du Parti des Républicains pour cette année, et cette année on va dire plus scolaire, c'est-à-dire la fin d'année 2023 et dès 2024 jusqu'à cette prochaine rentrée qui sera en 2024? Qu'est-ce que vous attendez du parti? Globalement, de continuer à faire de la politique, d'être présent sur le terrain, défendre nos convictions, nos idées, dans n'importe quelle situation, je dirais, préparer aussi les élections européennes et être présent, défendre ses idées, je me répète, voilà, parce que c'est la politique, tout simplement. Quel est selon vous le sujet qui tient à cœur aux Républicains ou même à vous personnellement sur cette année, sur les événements qui a pu se passer précédemment ou récemment, que ce soit politiquement ou dans le milieu du sport ou n'importe? Qu'est-ce qui vous a un peu interloqué? Qu'est-ce que vous aimeriez voir des changements sur le sujet que vous allez évoquer? Moi je dirais il y a deux axes, c'est l'identité et la sécurité. Ces deux thèmes, deux axes qui sont chers à nous, la droite classique. La sécurité, parce qu'on a vu les émeutes début d'été 2023, on a vu une certaine décadence. Donc voilà, il faudrait plus de fermeté. La fermeté, je dirais, est un gage d'humanité. Et l'immigration. L'immigration, parce que il y a des vagues migratoires. On est en pleine crise et voilà, il faut que tout à chacun en ait bien conscience. Très bien. Vous attendez quoi, on va dire, des européennes de 2024? Dans la continuité, je parlerai à titre personnel, dans la continuité des européennes de 2019, à savoir François-Xavier Bellamy en tête de liste, il sortant, il travaille au Parlement européen au sein du PPE, aux alliés européens. Donc, et réaffirmer nos valeurs, nous parler d'identité, de liberté et de sécurité. Et enfin, dernière question, qu'avez-vous pensé de la journée d'hier? Parce que je le rappelle aux spectateurs, nous sommes dimanche quand nous faisons ce micro-trottoir. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette journée d'hier, de ce samedi de rentrée? Très intéressante, il y a eu des débats, des tables rondes, comme c'était prévu au programme. Très intéressante, ça a parlé de police, ça a parlé d'écologie, ça a parlé d'éducation, ça a parlé de nation, avec des intervenants, je dirais, opposés pour certains idéologiquement, mais c'était très intéressant et cela fait partie aussi d'un parti politique. Nous sommes quand même un parti politique issu de la 5e République, donc voilà, on se doit d'organiser aussi des tables rondes, des débats et pas uniquement des discours, classiques, je dirais, de rentrée.
Vous avez un mot à rajouter pour, on va dire, convaincre ceux qui sont pas encore convaincus de rejoindre les Républicains, un petit plus par rapport aux autres partis politiques, quelque chose, un petit mot de la fin, on va dire, pour convaincre nos jeunes d'aujourd'hui qui, comme on le sait, beaucoup s'abstiennent de voter, à aller voter chez les Républicains. Nous avons une histoire, nous sommes quand même le parti issu de la Ve République, créé par Charles de Gaulle. Enfin, nous sommes les héritiers de ce gaullisme. Et moi, j'invite les jeunes à s'intéresser, à se réintéresser à la vie, à la politique, parce que c'est la chose publique. C'est quand même important. Il y a des enjeux majeurs. Je pense à des enjeux migratoires, environnementaux. Donc, j'invite les jeunes à s'investir, d'autant plus chez nous à droite, pour donner du sens à leur quotidien, je dirais. Très bien, merci beaucoup pour ce micro-trottoir et je vous souhaite un bon meeting. Merci également.